Dans le métro, mon gendre et ma fille m'ont poussé sur les voies juste devant le train. Je suis resté allongé entre les rails, entendant le métro rugir à 80 km/h pendant qu'il se tenait là et souriait, attendant ma mort. La trahison de mes proches m'a déchiré le cœur. Mais quand le train est passé, je me suis relevé calmement, j'ai épousseté mes vêtements et j'ai murmuré 4 mots qui ont transformé leur vie en un cauchemar éternel. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires quelle heure il est chez vous maintenant. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 12e étage et j'ai entendu des voix avant de voir qui que ce soit. La réunion avec l'assurance s'était terminée plus vite que prévu. Car Michael avait signé sans les marchandages habituels, alors j'étais revenu au bureau avec 90 minutes d'avance ce mardi après-midi de janvier. Ma bonne humeur s'est dissipée dès que j'ai reconnu la voix de mon gendre provenant de la porte entr'ouverte de la salle de conférence. Combien de temps attendons-nous encore? Il a 62 ans. Ça pourrait durer encore une décennie. Je me suis arrêté net. Le porte-document en cuir sous mon bras m'a soudain semblé lourd. Il a construit cet endroit. Tu sais qu'il ne se retirera jamais volontairement. C'était Catherine, ma fille. Sa voix avait cette impatience cassante qu'elle tenait de sa mère. Je me suis reculé dans le renfoncement de l'ascenseur, caché de la vue, mais assez proche pour entendre la réponse de Wesley. Alors nous devons accélérer le calendrier. Il y a des options légales. La porte de la salle de conférence s'est refermée partiellement, étouffant le reste. J'ai saisi des fragments. S'assurer que tout se transfère en douceur quand. Les mots m'ont frappé comme une douche froide. 30 secondes se sont écoulées. Je les ai comptés, forçant ma respiration à rester régulière. Puis j'ai marché vers la salle de conférence d'un pas délibéré, mes semelles en cuir annonçant ma présence sur le sol poli. Quand je suis entré, Wesley et Catherine ont brusquement tourné la tête vers moi. La main de Wesley a bougé rapidement, glissant une pile de documents juridiques dans un dossier. Vous travaillez tard? Je pensais que vous étiez déjà partis tous les deux. J'ai gardé une voix désinvolte, conversationnelle. Wesley s'est repris en douceur, juste en train de revoir les projections du T4, quelques tendances inquiétantes. Quelque chose qui nécessite mon attention immédiate? Rien d'urgent. On en discutera à la réunion de jeudi. J'ai hoché la tête, remarquant que Catherine n'osait pas croiser mon regard. Le dossier Kraft était posé entre eux comme une pièce à conviction sur une scène de crime. Quoique j'ai interrompu, ils savaient tous les deux que j'avais entendu quelque chose, et nous avons tous fait semblant du contraire. 2 heures plus tard, j'étais assis en face de Wesley dans la salle à manger des cadres au 15e étage. Le soleil de janvier filtrait à travers les baies vitrées, dur et froid. Catherine nous avait rejoints, picorant sa salade, tandis que Wesley se lançait dans ce qu'il pensait probablement être un argumentaire prudent. L'industrie évolue rapidement. Une direction plus jeune apporte une perspective nouvelle. J'ai coupé mon steak méthodiquement, gardant mes mains stables. Je me suis adapté à chaque changement en 30 ans. Qu'est-ce qui rend celui-ci différent? Sans vouloir vous offenser, mais les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus. Vous êtes. Il a fait une pause, cherchant une formulation diplomatique. Vieux, vous pouvez le dire. Établi, figé dans vos habitudes. L'entreprise a besoin d'espace pour évoluer. J'ai posé ma fourchette délibérément, le petit cliquetis contre la porcelaine marquant un changement dans la conversation. Mon testament est clair. Après ma mort, tout revient à Catherine. Géré par vous. D'ici là, je dirige cette entreprise. Wesley se pencha en avant, envahissant l'espace de l'autre côté de la table. Sa voix se fit plus basse, plus dure. Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin du contrôle maintenant. Besoin ou envie? Sa mâchoire se crispa. Le masque prudent qu'il portait s'est légèrement fissuré. Vous faites une erreur. S'accrocher trop fort finit par tout casser. J'ai maintenu un contact visuel constant. Vous me menacez, Wesley? Avant qu'il ne puisse répondre, Catherine a pris la parole. Papa, tu n'es pas raisonnable. Nous sommes une famille. Pourquoi ne peux-tu pas nous faire confiance? Quelque chose s'est tordu dans ma poitrine, mais j'ai gardé une voix égale. La confiance se gagne par les actes, elle ne s'exige pas par le sang. Tu n'as jamais cru en moi. Ses doigts tournaient et retournaient son alliance. Jamais pensé que j'en étais capable. Je t'ai donné un poste. Tu as choisi de l'utiliser contre moi. Elle s'est levée brusquement,
sa chaise raclant le sol. Wesley s'est levé avec elle, me dominant un instant dans ce que j'ai reconnu comme une démonstration de pouvoir calculé. Wesley a raison, a dit Catherine, la voix tendue. Tu regretteras de nous avoir repoussés. Ils ont rassemblé leurs affaires, Wesley claquant son dossier contre la table avec plus de force que nécessaire, et sont partis. Catherine a hésité à la porte, jetant un dernier regard en arrière. Quelle que soit la culpabilité qui a vacillé sur son visage, elle a rapidement disparu lorsque Wesley a appelé son nom depuis le couloir. Je suis resté seul à table. Mon café avait refroidi. À travers les fenêtres, la ville s'étendait sous nous, indifférente au petit drame qui se jouait au 15e étage. Une sirène d'ambulance a retenti quelque part loin en bas, se fondant dans le bruit général. 30 ans à construire quelque chose de réel, et ils voulaient qu'on le leur remette comme des clés de voiture. De retour dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte, chose que je faisais rarement. Le clic du pen dormant m'a semblé significatif, permanent. J'ai ouvert le tiroir inférieur de mon bureau, celui qui nécessitait une clé que je gardais sur une chaîne. À l'intérieur se trouvaient les dossiers financiers de l'entreprise, les notes de frais, les contrats des fournisseurs. J'ai étalé les dernières notes de frais sur la surface en acajou. Mon doigt a suivi une ligne de transaction marquée de la signature d'approbation de Wesley. Med Supply Solutions, des montants allant de 3 000 à 8 000 $, récurrents chaque mois. J'ai sorti mes contrats fournisseurs, les feuilletant jusqu'à trouver les fournisseurs d'équipements médicaux que nous utilisions depuis des années. Med Supply Solutions n'y figurait pas. Les chiffres ne correspondaient à aucun contrat que j'avais autorisé. Des montants assez petits pour passer inaperçus lors d'un examen superficiel, mais assez importants pour s'accumuler avec le temps. Je me suis adossé à mon fauteuil, le cuir craquant. Cette conversation que j'avais surprise n'était pas une simple plainte. C'était une manigance. Accélérer le calendrier. Option légale. Qu'est-ce qu'il préparait exactement avant que je n'interrompe? Je pensais connaître ma fille. Je pensais avoir bien formé Wesley, l'avoir intégré dans l'entreprise, lui avoir donné des opportunités. Je m'étais trompé sur les deux. Ma main reposait sur un dossier portant le logo du groupe Ellis Healthcare. Ma création, bâtie à partir de rien en 3 décennies. La lumière hivernale déclinait maintenant, projetant de longues ombres sur le bureau. J'ai regardé les photographies encadrées sur mon mur. Cérémonie d'inauguration, récompense communautaire, conférence médicale. Wesley avait balayé ces photos d'un geste dédaigneux lors d'une réunion le mois dernier. À l'époque, j'avais pensé qu'il était juste négligent. Maintenant, je comprenais que c'était du mépris. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai photographié les notes de frais, chaque page montrant clairement la signature de Wesley. Puis j'ai tout remis dans le tiroir et je l'ai refermé à clé. À travers la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir les lumières de Manhattan s'allumer alors que l'obscurité s'installait sur la ville. Quelque part dans ce bâtiment, Wesley et Catherine célébraient probablement ce qu'ils prenaient pour ma faiblesse, ma sentimentalité, mon refus de voir ce qu'ils faisaient réellement. Ils voulaient l'entreprise. Très bien. J'ai parlé à voix haute dans le bureau vide, ma voix calme et froide. Vous voulez l'entreprise? Voyons voir si vous pouvez gérer ce qui va suivre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau dossier. Préparation audit T1. Assez innocent. À l'intérieur, j'ai commencé à documenter tout ce que j'avais remarqué. Chaque conversation, chaque irrégularité. S'ils voulaient jouer à ce jeu, ils allaient découvrir que j'y jouais depuis plus longtemps qu'ils n'étaient en vie. 3 semaines se sont écoulées au ralenti. Février est arrivé avec de la neige sale s'accumulant contre les trottoirs de Manhattan et une froideur qui n'avait rien à voir avec la météo. J'avais pris l'habitude d'arriver au bureau plus tôt chaque matin, souvent à 7 heures, parfois plus tôt. La maison de ville de l'Upper East Side, ma propriété, mon nom sur l'acte de vente, était devenue inconfortable. Wesley et Catherine y vivaient aussi, un arrangement qui avait semblé pratique lorsque je l'avais proposé il y a 2 ans. Maintenant, cela ressemblait à un territoire ennemi. Je gardais mes distances. Les laisser penser que je battais en retraite. Les laisser croire que j'étais juste un vieil homme s'accrochant à ses gloires passées, trop têtu pour reconnaître la réalité. Pendant ce temps, je documentais tout. Par un matin gris de début février, j'ai poussé les portes tournantes du siège du groupe Ellis Healthcare à 6h45. Le hall était vide, à l'exception de la sécurité. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 12e, m'attendant au silence habituel d'un bureau pas encore réveillé.
Au lieu de cela, les lumières brillaient dans la salle de conférence principale. À travers les parois de verre, j'ai vu Wesley debout en bout de table, ma place habituelle, s'adressant à 3 de nos directeurs de clinique. Sandra Chen n'était pas parmi eux, ce qui était notable car elle était ma directrice des opérations la plus fiable depuis une décennie. Je n'ai pas hésité. Je suis entré directement dans la salle de conférence. La conversation s'est arrêtée au milieu d'une phrase. L'expression de Wesley a vacillé. Surprise, puis agacement, puis ce masque lisse et professionnel qu'il portait si bien. Réunion matinale. J'ai gardé un ton neutre, presque agréable. Initiative que je mène, a dit Wesley. Il n'a pas bougé du bout de la table. Je ne voulais pas vous déranger avec les détails. Les 3 directeurs de clinique semblaient mal à l'aise. Marcus Washington, qui était avec moi depuis le début, fixait son bloc-notes. Toute réunion impliquant mes directeurs de clinique nécessite mon approbation. J'ai laissé chaque mot atterrir clairement. Nous discutons simplement d'améliorations opérationnelles, rien qui n'affecte la stratégie. Je me suis tourné vers les directeurs. J'attends des notes complètes sur mon bureau d'ici 1 heure. Ils ont hoché la tête, évitant le regard furieux de Wesley. Je suis parti sans un mot de plus, mais j'avais fait passer mon message. Quoi que Wesley leur ait dit sur les changements organisationnels à venir et la nouvelle structure hiérarchique, ils comprenaient maintenant que je n'allais nulle part. Ce soir-là, je suis rentré à la maison de ville plus tard que d'habitude. Le manteau de Catherine était accroché dans le couloir, mais quand j'ai appelé, elle n'a pas répondu. J'ai trouvé un mot sur le comptoir de la cuisine, de son écriture. Travaille tard. Ne m'attends pas, elle était à la maison. J'avais vu sa silhouette passer devant la fenêtre du couloir à l'étage. J'ai monté les escaliers jusqu'à mon bureau privé, la pièce que j'utilisais depuis des décennies, remplie de revues médicales et de photographies de famille de temps meilleurs. La porte était ouverte. Wesley était assis à mon bureau. Des papiers étalés sur la surface, utilisant mon espace sans permission. C'est mon bureau, Wesley. Il n'a pas levé les yeux immédiatement, me faisant attendre. Quand il a finalement levé les yeux, il n'y avait aucune excuse dedans. J'avais juste besoin d'espace pour travailler. Je pensais que tu serais au bureau plus longtemps. C'est ma maison. Mon bureau privé. Techniquement, c'est la maison de famille. Il a fait un vague geste vers les murs. Nous vivons tous ici. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Mon nom sur l'acte de vente dit le contraire. Il a rassemblé ses papiers lentement, prenant délibérément son temps. En passant devant moi dans l'embrasure de la porte, il s'est arrêté. Tu devrais vraiment réfléchir à ce dont nous avons discuté. Ça n'a pas besoin d'être difficile. Je n'ai pas répondu. Après son départ, j'ai regardé mon bureau. Il avait réarrangé des objets. De petits changements, mais notables. Un marquage territorial, comme un animal revendiquant son espace. Après cela, j'ai commencé à arriver au bureau avant Wesley chaque matin. J'ai commencé à enfermer des dossiers dans mon coffre-fort personnel, des documents auxquels il avait auparavant accès, j'ai changé les mots de passe des systèmes de l'entreprise, de petites mesures défensives qui, additionnées, formaient une forteresse. Mi-février, je suis resté tard, examinant les rapports financiers mensuels. Le bureau était silencieux, à l'exception du bourdonnement des bouches de chauffage et du trafic lointain. J'ai ouvert le système de suivi des dépenses, en triant par approbateur. Et voilà, encore, Med Supply Solutions. Un autre paiement, cette fois de $7,800. J'ai vérifié les contrats d'approvisionnement, rien. Pas d'accord autorisé, pas d'appel d'offres, pas de conditions signées, mais la signature numérique de Wesley apparaissait sur chaque approbation. J'ai photographié chaque écran avec mon téléphone, en m'assurant que les dates et les montants étaient clairement visibles. Puis j'ai sorti les documents d'enregistrement des fournisseurs. Med Supply Solutions avait été ajouté à notre liste de fournisseurs approuvés il y a 8 mois. L'autorisation, Wesley Chambers, directeur des opérations. Je me suis adossé à mon fauteuil, fixant le plafond. De petits montants conçus pour échapper aux audits. Des frais récurrents qui semblaient légitimes en surface. Mais quand on les additionnait sur 8 mois, ils totalisaient près de $50,000 payés à une entreprise qui ne correspondait à aucun service que nous avions réellement reçu. Quoi que Wesley prépare, il avait besoin d'argent, et il le volait à l'entreprise qu'il voulait hériter. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Gerald Thompson,
notre plus grand partenaire d'assurance. Nous travaillons ensemble depuis 15 ans, avions bâti une relation solide grâce à des performances constantes et un respect mutuel. Lemuel, content d'entendre ta voix. Je voulais faire suite à notre conversation de la semaine dernière. J'ai froncé les sourcils. Nous n'avons pas parlé la semaine dernière, Gérald. Silence. Oh, Wesley a dit qu'il avait mentionné que vous alliez bientôt vous retirer. Je voulais m'assurer de bien comprendre le plan de transition. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Aucune transition n'est prévue. Wesley a parlé sans autorité. C'est gênant. Il semblait assez certain du calendrier. Je vais régler ça en interne. Notre partenariat reste inchangé. Après avoir raccroché, je suis resté assis à regarder le mur de mon bureau. Wesley ne se contentait plus de me saper en privé. Il disait activement à nos partenaires que je partais, créant le récit avant que la réalité n'ait une chance d'interférer. Je l'ai trouvé dans son bureau 1 heure plus tard. Il était au téléphone, riant de quelque chose que son interlocuteur lui disait. Quand il m'a vu dans l'embrasure de la porte, son expression est passée à une neutralité professionnelle. « Je te rappelle », a-t-il dit dans le téléphone. Puis à moi, « quelque chose ne va pas ? Tu as dit à Thompson que je prenais ma retraite. » Je ne l'ai pas fait, a-t-il haussé les épaules, sans aucun remords. J'ai dit que des transitions finissent par arriver. Il a posé des questions sur la planification de la succession. J'ai répondu honnêtement. Honnêtement ? Tu as insinué que c'était imminent. Tu ne peux pas diriger ça éternellement, Lemuel. Les parties prenantes ont besoin de l'assurance qu'il y a un plan. Le plan, c'est que tu hérites à ma mort. Pas avant. Arrête de semer la confusion. Peut-être que tu devrais envisager de le faire plus tôt que tard. Sa voix avait maintenant cette pointe, le vernis lisse se craquelant. Pour le bien de tout le monde. Je suis parti avant de dire quelque chose que je regretterais. Le bureau semblait différent maintenant. D'autres employés avaient commencé à remarquer la tension. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. L'atmosphère s'était dégradée, empoisonnée par le récit que Wesley répandait. Fin février a apporté une autre confrontation. Je travaillais jusqu'à 21h la plupart des soirs, évitant délibérément la maison de ville. Quand je suis finalement rentré ce jeudi soir-là, Wesley attendait dans le salon, ne lisant pas, ne regardant pas la télévision, juste assis dans le fauteuil près de la fenêtre, m'attendant clairement. Nous devons parler de ton rôle dans l'entreprise. J'ai accroché mon manteau lentement, gagnant du temps pour maîtriser ma réponse. Cette conversation ne m'intéresse plus. Tu deviens un fardeau. Il s'est levé, me barrant le chemin vers les escaliers. Les opérations souffrent parce que tu ne veux pas déléguer. Déléguer ou capituler. Appelle ça comme tu veux. Peut-être qu'il est temps de te reposer. De profiter de ta retraite. De voyager. Peu importe ce que font les gens quand ils arrêtent de travailler. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ça ressemble moins à un conseil qu'à une pression. Prends-le comme tu veux. Sa voix s'est faite plus basse, presque menaçante. Les choses vont changer, d'une manière ou d'une autre. Catherine est apparue dans le couloir à ce moment-là, attirée par nos voix fortes. Elle s'est tenue à côté de Wesley, pas entre nous. Son silence en disait long. J'ai regardé ma fille, je l'ai vraiment regardée, j'ai vu comment elle s'était positionnée, physiquement et métaphoriquement. J'ai vu qu'elle ne voulait pas croiser mon regard. J'ai vu sa main reposer sur le bras de Wesley, un geste d'alliance. Je dors au bureau ce soir, ai-je dit. Ne m'attendez pas, j'ai attrapé mes clés et je suis sorti, les laissant debout ensemble dans le salon de ma maison. Le canapé du bureau n'était pas confortable, j'avais dormi dans des endroits pires. Je suis resté allongé là dans le noir, les lumières de la ville filtrant à travers les stores, pensant à tout ce qui s'était passé depuis cette conversation surprise en janvier. Il ne s'agissait plus de désaccords professionnels. Wesley n'était pas seulement impatient ou ambitieux. Il préparait quelque chose, et ses irrégularités financières en faisaient partie. Ma fille, que j'avais élevée, aimée et à qui j'avais donné toutes les opportunités, regardait son mari me menacer sans rien dire. J'avais bâti cette entreprise pour la famille. Maintenant, la famille essayait de la voler. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Le nom de Wesley est apparu à l'écran. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Réunion urgente demain avec des investisseurs potentiels,
a-t-il dit sans préambule. On a besoin de toi. 9 heures, quels investisseurs? Je te brieferai demain. Oh, et ta voiture est au garage, non? Le problème de moteur dont tu as parlé la semaine dernière. Je n'avais pas parlé de problème de voiture. Elle va bien. Ce sera peut-être plus rapide de prendre le métro de toute façon. Le trafic du matin est terrible à cette période de l'année. La ligne verte jusqu'à la 42e devrait y amener directement. Quelque chose dans sa voix a fait sonner mes instincts. Trop désinvolte, trop précis sur l'itinéraire. Je serai là, ai-je dit lentement. Parfait. À demain. L'appel s'est terminé. J'ai fixé mon téléphone dans le noir, les mots de Wesley résonnant. Pourquoi avait-il supposé que ma voiture était en panne? Pourquoi suggérer le métro si spécifiquement? Quoi qu'il prépare, je devais avoir 3 longueurs d'avance. Mais allongé sur ce canapé inconfortable, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que demain matin, quelque chose allait basculer. Une ligne serait franchie. Un point de non-retour atteint. J'avais raison de me méfier. Je ne savais juste pas encore à quel point. Je vivais dans le bureau aménagé depuis une semaine lorsque l'appel est arrivé, à 8h45 un mercredi matin de début mars, et j'étais entouré de documents financiers étalés sur une table pliante qui me servait à la fois de bureau et de table à manger. L'appartement était temporaire, impersonnel, juste un endroit pour dormir pendant que je préparais mon prochain coup, loin de la maison de ville qui ne me semblait plus être chez moi. Le nom de Wesley a clignoté sur l'écran de mon téléphone. J'ai failli ne pas répondre. Nous avons un problème sérieux. Sa voix portait une urgence fabriquée. United Healthcare se retire. J'ai posé mon café avec précaution. Quoi? Nous venons de renouveler ce contrat en janvier. Leur équipe d'évaluation des risques a trouvé des problèmes. Ils sont au bureau maintenant et exigent de vous parler personnellement. Quel genre de problème? Des problèmes de conformité, des questions opérationnelles. Je n'ai pas de détails. Ils veulent le propriétaire. Personne d'autre ne fera l'affaire. Il a fait une pause. Viendrez-vous ou non? Chaque instinct me disait que c'était faux, mais le scénario était assez plausible pour que j'enquête. United Healthcare représentait 30% de notre chiffre d'affaires. S'il menaçait vraiment de résilier. Je prends la voiture. Je suis là dans 20 minutes. Tu n'as pas regardé le trafic. La FDR est complètement bloquée. Un semi-remorque renversé près de la 96e rue. J'ai ouvert l'application de trafic sur mon téléphone. Il avait raison. Une ligne rouge continue s'étendait le long de l'autoroute. Comment le sais-tu? J'ai juste essayé de partir pour une réunion. J'ai fait demi-tour. C'est un cauchemar. On n'y arrivera jamais en voiture. Itinéraires alternatifs? Il nous faudra au moins 40 minutes. Nous n'avons pas 40 minutes. Prends le métro. La ligne de Lexington va directement au bureau. La logique était solide. Je détestais être manœuvré, mais le temps comptait si cette crise était réelle. Où est-ce qu'on se retrouve? Station de Lexington Avenue, 63e rue. Je serai là dans 10 minutes. J'ai attrapé ma veste et je suis parti, verrouillant la porte à double tour par habitude. La marche jusqu'au métro a pris 5 minutes. Wesley attendait déjà en haut des escaliers, les mains enfouies dans les poches de son manteau, se balançant d'un pied sur l'autre. Belle matinée pour un mois de mars, a-t-il dit en s'approchant. On se croirait presque au printemps. Je n'ai pas répondu à la conversation de politesse. Nous sommes descendus dans la station ensemble, avons passé nos cartes de métro et nous sommes dirigés vers le quai en direction du centre-ville. En milieu de matinée, il y avait moins de monde qu'à l'heure de pointe, peut-être 8 passagers dispersés le long du quai. Wesley a maintenu un flot de conversation sur les préoccupations des investisseurs et les termes du contrat, mais je regardais son visage plus que je n'écoutais ses mots. Il clignait trop des yeux. Sa main n'arrêtait pas d'aller et venir de la poche de sa veste. Le sourire qu'il arborait semblait répéter. Nous avons marché vers le milieu du quai, loin des autres passagers qui attendaient. Wesley nous a guidés avec de subtiles touches sur mon coude, nous positionnant près de la bande d'avertissement jaune au bord. Le panneau numérique s'est mis à jour. Prochain train, 2 minutes. Est-ce que Sandra confirme que ces investisseurs sont légitimes, ai-je demandé. Bien sûr, elle est avec eux en ce moment. Ils ont apporté des documents.
Quels sont leurs noms? Je veux savoir qui je rencontre. Il a marqué une pause, juste une fraction de seconde. Henderson et je crois Martinez. Sandra a les détails. Tu n'as pas pris leur nom? C'est arrivé vite. Elle s'occupe du protocole. Un grondement lointain a résonné du tunnel. J'ai regardé dans la gorge sombre du métro. En voyant la première lueur des phares qui approchaient, Wesley est devenu silencieux, vérifiant à nouveau son téléphone. Quand je l'ai regardé, son expression avait subtilement changé. Moins animée, plus concentrée. Le quai a commencé à vibrer. Le vent a traversé le tunnel en avant du train, soulevant des détritus et des débris sur le béton. Les autres passagers ont instinctivement reculé du bord. Wesley s'est rapproché, se positionnant légèrement derrière et à ma droite. Où exactement dans le bâtiment attendent-ils, ai-je demandé, me tournant légèrement vers lui. Salle de conférence B. La grande. Nous n'avons pas de salle de conférence B, il s'est repris. Désolé, la grande salle de conférence. Tu sais laquelle. Le phare du train s'est intensifié, le rugissement devenant plus fort. Je me suis tourné pour faire face à Wesley directement, et ce que j'ai vu dans son expression m'a coupé le souffle. Aucune chaleur, aucune inquiétude, juste un calcul froid, comme s'il résolvait une équation. Que se passe-t-il vraiment ici? Il n'a pas répondu. Ses mains sont sorties de ses poches, les paumes vides face à moi. Le train était proche maintenant, peut-être à 5 mètres et se rapprochant rapidement. Le temps semblait s'étirer et se comprimer simultanément. J'ai tout vu avec une clarté parfaite. Le poids de Wesley se déplaçant sur son pied avant, ses bras commençant à s'étendre, la détermination dans ses yeux. Puis ses paumes ont frappé mon dos entre mes omoplates. Fort, violent, tout le poids de son corps derrière l'a poussé. J'ai basculé en avant, mes bras tourbillonnant inutilement pour trouver l'équilibre. Le bord du quai a disparu sous mes pieds. 1,20 m de vide, puis la voie ferrée se précipitant vers moi. Mes genoux ont touché en premier, la douleur s'enregistrant mais semblant lointaine. Puis mes mains ont heurté le gravier et le béton. Le klaxon du train a retenti, assourdissant. Son phare a rempli ma vision, aveuglant de lumière. À travers l'éblouissement, je pouvais voir le visage du conducteur dans la fenêtre. Figé d'horreur. Pas le temps de grimper. Pas le temps de rouler sur le côté. Le troisième rail brillait à ma gauche. Morte instantanée si je le touchais. L'instinct pur a pris le dessus. Je me suis laissé tomber complètement à plat entre les deux rails de roulement, pressant mon visage contre le gravier, les bras collés fermement à mes côtés, les jambes tendues, chaque muscle bloqué, rigide. J'ai aspiré une dernière bouffée d'air et je l'ai retenu. L'avant du train est passé au-dessus de moi, à quelques centimètres de mon dos, puis l'obscurité. Une obscurité totale, absolue, remplie d'un rugissement mécanique si fort qu'il effaçait la pensée. Chaque wagon qui passait marquait un rythme. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. 8 wagons, bien que je n'ai pas compté consciemment. Juste la survie. Juste la boucle mentale sans fin. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. La poussière et les débris me fouettaient le visage et le corps. De l'huile a coulé sur mon dos. La vibration était si intense que mes organes internes semblaient secouer. Le métal a crié contre le métal alors que les freins d'urgence du train s'engageaient. L'odeur des plaquettes de frein en combustion étouffait l'air. Chaque seconde semblait durer des heures. Sous tout ce poids, ce bruit et cette obscurité, j'ai pensé, c'est comme ça que je meurs. Écrasé pour de l'argent. Par cupidité. Mais je ne mourrai pas. Pas encore. Le train ralentissait, le rythme changeait, le rugissement diminuait. Finalement, il s'est arrêté. Le silence qui a suivi était profond. Mes oreilles bourdonnaient. Mon corps entier tremblait de manière incontrôlable. Je suis resté là pendant peut-être 5 secondes, peut-être 50. Le temps avait perdu son sens. Puis j'ai bougé légèrement, pour tester. Tout fonctionnait encore. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu de la lumière devant entre les wagons, j'ai rampé sur le ventre, avançant lentement car mes jambes semblaient déconnectées de mon cerveau. J'ai atteint l'échelle de secours entre les wagons et je me suis hissé en utilisant principalement la force de mes bras. Un agent des transports en commun a tendu la main. Je l'ai repoussé d'un geste et j'ai fini de grimper seul. Je me suis tenu sur le quai,
couvert de la tête aux pieds d'une crasse noire. Mes vêtements étaient déchirés, tachés d'huile, gris de poussière. Du sang suintait de mon pantalon déchiré au genou. On aurait dit que j'avais rampé dans une mine de charbon. Wesley se tenait figé à 6 mètres de là, son visage ne montrant pas de soulagement mais du calcul. Derrière lui, Catherine a surgi de la foule, essoufflée. Son heure d'arrivée était trop parfaite pour être une coïncidence. Papa. Oh non. Quoi, Wesley? Qu'est-ce qui s'est passé? Son visage montrait du choc, mais ses yeux montraient tout autre chose. Pas du soulagement. De la frustration. D'autres passagers m'entouraient, les voix se superposant. Vous allez bien? Appelez une ambulance. J'ai vu quelqu'un le pousser. Non, il est tombé. Il est juste tombé. Je les ai tous ignorés. J'ai marché directement vers Wesley et Catherine, mais pas délibéré, malgré le tremblement de mes jambes. Les autres passagers se sont écartés. Je me suis arrêté à 1,2 m, assez près pour voir leurs pupilles se dilater, assez près pour voir leur masque glisser pendant une seconde cruciale. Ils m'avaient voulu mort. Ma fille, mon gendre, ils avaient planifié ça, coordonné le timing, s'étaient positionnés, et maintenant ils étaient déçus. J'avais survécu. Un agent des transports en commun s'est approché. Monsieur, que s'est-il passé? Êtes-vous tombé? J'ai gardé les yeux rivés sur Wesley. J'ai été poussé. Poussé par qui? Wesley s'est avancé rapidement. Il a trébuché. J'ai essayé de l'attraper, mais je n'ai pas pu l'atteindre. Il m'a poussé délibérément. C'est insensé. La voix de Wesley a pris une innocence blessée. Pourquoi ferais-je ça? Il est confus. Agent, le traumatisme. Je les ai étudiés tous les deux pendant un long moment. Catherine ne pouvait pas soutenir mon regard. Wesley le soutenait trop longtemps, trop fermement, surcompensant. Autour de nous, d'autres agents sont arrivés. Des passagers ont fait des dépositions. Quelqu'un a appelé les secours. J'ai parlé doucement, mais chaque mot a atterri avec une certitude absolue. On se verra au tribunal. Puis je me suis tourné et j'ai marché vers la sortie de la station, les laissant avec les agents. Derrière moi, Wesley a crié, Lemuel, attends. C'est un malentendu. Je ne me suis pas retourné, je n'ai pas répondu, j'ai juste continué à marcher, un pied devant l'autre jusqu'à ce que j'atteigne les escaliers et que je monte vers la lumière du jour, l'air et le reste de ma vie. Au moment où les mains de Wesley ont frappé mon dos, le temps s'est fracturé. J'ai senti la pression entre mes omoplates. J'ai senti mon corps basculer en avant dans le vide. J'ai senti la gravité me réclamer avec une finalité indifférente. Non, non, non. La voie ferrée s'est précipitée. Mes genoux ont touché en premier, envoyant un éclair blanc à travers mes jambes. Mais la douleur n'avait pas d'importance parce que le train était là. Phare aveuglant, klaxon hurlant, bête de métal fonçant à 50 km/h. À 3 mètres. 2 mètres, 1 mètre. À plat. Allonge-toi à plat. J'ai vu le 3e rail à ma gauche. Cette barre d'apparence innocente transportant assez d'électricité pour arrêter mon cœur instantanément. La mort à ma gauche. La mort fondant d'en haut. La survie seulement dans l'espace de 45 cm entre les rails de roulement. Centre. Reste. Au centre. Mes mains ont heurté le gravier. J'ai roulé brièvement sur le dos. J'ai vu le dessous du train, ses entrailles mécaniques et ses roues grinçantes dans du métal strié d'huile. Je me suis retourné sur le ventre, les bras collés aux côtés, les jambes tendues, le visage tourné sur le côté contre la voie, créant le plus petit profil possible. L'avant du train est passé au-dessus de moi. Puis l'obscurité a tout englouti. Le rugissement a effacé la pensée, l'identité, tout sauf le mantra primitif. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne respire pas. N'existe pas. Le dessous du train était à quelques centimètres de mon dos. J'ai senti sa chaleur. J'ai senti l'huile brûler. J'ai goûté la poussière de métal. Le passage de chaque wagon se marquait. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Des débris me fouettaient le visage. Quelque chose d'humide. De l'huile ou du liquide de frein a coulé sur mon cou. La vibration a fait claquer mes dents, a secoué mes organes, a semblé desserrer les articulations de mon squelette. Combien de wagons?
Combien de temps? Combien de temps encore? Mes poumons brûlaient pour de l'air, mais j'ai gardé la bouche fermement fermée, respirant par petites gorgées entre les dents serrées. Mes mains se sont agrippées au gravier, non pas pour la stabilité physique, mais pour un ancrage psychologique, quelque chose de réel, quelque chose qui prouvait que j'existais encore. Le train freinait. Je l'ai senti à travers les rails pressés contre mes flancs. Le métal criant contre le métal, l'odeur des plaquettes de frein brûlées se mélangeant à l'huile, à la poussière et à ma propre sueur. Le rythme a changé. Le rugissement a diminué progressivement, puis s'est arrêté. Silence complet après le chaos mécanique. Mes oreilles bourdonnaient si fort que le silence semblait plus fort que le train ne l'avait été. Je suis resté figé, craignant qu'un mouvement ne redémarre tout, que le train ne reparte en avant et ne m'écrase finalement. Tester le corps, un membre à la fois. Les doigts se sont recroquevillés, les orteils se sont fléchis, les bras ont bougé, les jambes se sont légèrement pliées aux genoux. Tout fonctionnait encore. J'étais entier. J'étais vivant. Mon gendre a essayé de me tuer. J'ai ouvert les yeux. Devant, à peut-être 5 mètres, j'ai vu de la lumière entre les wagons. J'ai rampé vers elle sur le ventre, me tirant avec mes coudes car mes jambes étaient devenues de l'eau. La distance semblait infinie. Finalement, j'ai atteint l'échelle de secours et j'ai attrapé le barreau le plus bas. Ne bougez pas, restez là. On arrive. La voix d'un agent des transports en commun d'en haut. Je viens à vous. Ma voix est sortie rauque, écorchée. Je me suis hissé en utilisant principalement la force de mes bras. Mes jambes tremblaient tellement qu'elles pouvaient à peine supporter mon poids. Main après main, barreau après barreau, j'ai grimpé pour remonter sur le quai. L'agent a tendu la main pour m'aider. Je l'ai repoussé d'un geste et j'ai fini seul, me hissant par-dessus le bord et me tenant sur des jambes qui tremblaient comme celles d'un veau nouveau-né. Le quai était un chaos. Les passagers se regroupaient, les voix se superposant. Vous avez vu? Quelqu'un l'a poussé. Non, il est tombé. Appelez une ambulance. Je me suis tenu là, brossant inefficacement mes vêtements, laissant des traînées noires sur mes mains. Mon costume était détruit, déchiré aux genoux et aux coudes, trempé d'huile et de crasse des voies. Mon visage semblait couvert de poussière. Quand j'ai touché ma joue, mes doigts sont revenus noirs. Puis j'ai vu Wesley. Il se tenait à 6 mètres de là, figé sur place. Son visage était un masque de fausse inquiétude qui n'atteignait pas ses yeux. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde non gardée, j'ai vu à travers lui complètement. Pas d'inquiétude, pas de soulagement, du calcul. Il était déjà en train de construire son histoire, de préparer sa défense. Papa. Catherine a surgi de la foule, son manteau grand ouvert, les cheveux en désordre. Elle a attrapé mon bras. Je me suis vivement dégagé. Son arrivée était trop commode. Elle était censée être au bureau ou à la maison ou n'importe où sauf ici. Pourtant, elle se tenait là, essoufflée, au moment exact pour jouer la fille inquiète. Oh mon Dieu, que s'est-il passé, Wesley? Que s'est-il passé? La performance était habile. Sa voix était parfaitement modulée entre le choc et l'inquiétude, mais ses yeux la trahissaient. Quand elle m'a regardé, m'a vraiment regardé avant de se souvenir de composer son expression, j'ai vu de la frustration, pas du soulagement. Il m'avait voulu mort. La prise de conscience s'est cristallisée avec une clarté parfaite. Ce n'était pas une impulsion soudaine de Wesley, un moment de rage. C'était planifié, coordonné. La fabrication de la réunion urgente, le rapport de trafic qu'il avait attendu, la position spécifique sur le quai, l'arrivée chronométrée de Catherine pour assister au tragique accident. Un agent des transports en commun a traversé la foule. « Monsieur, êtes-vous blessé? Que s'est-il passé ?» J'ai gardé les yeux sur Wesley. J'ai été poussé. Poussé par qui? Wesley a bougé rapidement, sa voix prenant une innocence blessée. Il a trébuché. J'ai essayé de l'attraper mais je n'ai pas pu l'atteindre. Le train arrivait si vite. Il m'a poussé. Ma voix était stable malgré l'adrénaline qui inondait encore mon système. Délibérément. C'est insensé. Wesley a écarté les mains dans une confusion impuissante. Pourquoi ferais-je ça? Agent, il est confus. Le traumatisme de ce qui vient de se passer. Catherine s'est jointe à lui. Papa, s'il te plaît. Tu as besoin de soins médicaux. Tu es en état de choc.
Tu es là, lui ai-je dit. Comme c'est pratique. Je venais vous retrouver tous les deux. Je viens juste d'arriver. J'ai vu. Elle a de nouveau tendu la main vers moi. Timing parfait. D'autres agents sont arrivés. Les passagers ont offert des récits contradictoires. J'ai vu quelqu'un derrière lui. Non, il était seul. Je crois qu'il a perdu l'équilibre. Quelqu'un l'a certainement poussé. Les caméras du quai avaient connu des problèmes intermittents. Wesley avait probablement arrangé ça aussi. Au milieu de tout ce chaos, je suis resté parfaitement immobile, étudiant les deux personnes que j'avais le plus aimées au monde. Ma fille, qui avait choisi l'argent plutôt que le sang, mon gendre, qui venait d'essayer de m'assassiner en plein jour. Ils se tenaient ensemble, physiquement proches, unis contre moi. La transformation qui s'était construite depuis janvier a atteint son apogée à ce moment-là. Non plus père, ni patron, ni victime, mais stratège, chasseur, quelqu'un planifiant une destruction systématique. J'ai marché lentement vers eux. Les agents et les passagers ont formé un cercle, observant. Je me suis arrêté à 1 mètre de là, assez près pour voir chaque micro-expression sur leur visage. La mâchoire de Wesley était serrée. Catherine tournait son alliance. Tous deux attendaient mon prochain mouvement. J'ai regardé Wesley, puis Catherine, puis de nouveau Wesley. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Puis j'ai parlé assez doucement pour qu'ils aient à tendre l'oreille. On se verra au tribunal. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie de la station. Lemuel, attends, a appelé Wesley après moi. C'est un malentendu. On doit en parler. Je ne me suis pas retourné, je ne l'ai pas reconnu, j'ai juste marché d'un pas ferme vers les escaliers. Chaque pas m'éloignant du quai et me rapprochant de quelque chose de nouveau, de concentré, de dangereux. Derrière moi, j'ai entendu les agents demander à Wesley et Catherine de rester pour des questions supplémentaires. J'ai entendu les passagers se disputer encore sur ce qu'ils avaient vu. J'ai entendu la confusion générale qui rendrait une affaire criminelle presque impossible à prouver. Mais une affaire criminelle n'était pas ce à quoi je pensais. J'ai monté les escaliers jusqu'au niveau de la rue et j'ai émergé dans la lumière froide du soleil de mars. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage contenue. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom dont j'avais besoin. Gerald Morrison, avocat. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'appel. C'était le point de décision. Appeler l'avocat, et tout changeait. Cela devenait la guerre. La guerre totale. J'ai appuyé sur appeler. 3 sonneries. Puis Gerald Morrison. Gerald, c'est Lemuel Ellis. J'ai besoin de te voir immédiatement. Mon gendre vient d'essayer de me tuer et je vais le détruire. Silence sur la ligne. Puis, viens à mon bureau. Je libère mon après-midi. J'ai raccroché et j'ai commencé à marcher. J'avais mal aux genoux. J'avais mal au dos. J'étais couvert de saleté et j'avais probablement l'air d'un fou. Mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. Il voulait l'entreprise. Il m'avait voulu mort pour l'avoir. Maintenant, je leur montrerai ce que signifiait échouer à un meurtre tout en révélant ses véritables intentions. La clinique d'urgence a pris 40 minutes. Une infirmière a nettoyé les éraflures sur mes genoux et ma tempe, a appliqué des pansements, a vérifié une éventuelle commotion. Le médecin a demandé comment j'avais eu des débris de voix dans les cheveux. Je lui ai dit la vérité. Il m'a regardé comme si j'avais survécu à quelque chose d'impossible. Vous avez de la chance d'être en vie. Je sais. En début d'après-midi, j'étais assis en face de Gerald Morrison dans son bureau de Midtown. Mon costume en ruine avait été remplacé par des vêtements que je gardais dans mon casier de sport, froissés mais propres. Le bureau de Gerald était couvert de rapports de police et de dépositions de témoins. Je vais être direct, il a fait glisser le premier document vers moi. L'affaire pénale est faible, très faible. J'ai pris le rapport de police. Les caméras du quai avaient connu une défaillance technique pendant la fenêtre précise de l'incident. 6 témoins présents, 6 histoires différentes. 3 m'ont vu trébucher. 2 ont cru voir une possible poussée. 1 n'a rien vu du tout. Les caméras sont tombées en panne au moment exact, ai-je dit. Ce n'est pas une coïncidence. Je suis d'accord. Mais prouvez le sabotage. Gerald a secoué la tête. Presque impossible, et sans preuve vidéo,
l'avocat de Wesley détruira ça au tribunal. Il dira que vous avez eu un vertige à cause du stress, qu'il a essayé de vous attraper mais a manqué. Alors il s'en sort après avoir essayé de m'assassiner? Pénalement, probablement. Gérald s'est adossé à son fauteuil. Mais il y a d'autres moyens de chercher la justice. Je l'ai regardé attentivement. C'est-à-dire? Vous avez mentionné des soupçons d'irrégularité financière. Celle-ci laisse des traces. Le papier ne ment pas comme les témoins. La compréhension s'est faite. Le poursuivre pour fraude au lieu de tentative de meurtre. Fraude, détournement de fonds, manquement à l'obligation fiduciaire. Beaucoup plus facile à prouver, beaucoup plus difficile à défendre. Il a sorti un bloc-notes. Et ça le détruit financièrement, pas seulement pénalement. J'ai besoin de preuves, de documentation, de relevés de transactions. Vous êtes le propriétaire. Vous avez un accès légal à tout. Gérald s'est penché en avant. Mais vous avez besoin qu'il soit à l'aise, pas méfiant. Jouez le père indulgent. Laissez-le penser que vous laissez tomber. L'idée me retournait l'estomac, mais la stratégie était solide. Combien de temps cela prendra-t-il? Des semaines. Peut-être un mois pour tout rassembler, engager des experts comptables judiciaires, construire un dossier en béton. Il a croisé mon regard. Pouvez-vous le faire? Vivre sous le même toit que quelqu'un qui a essayé de vous tuer. J'ai pensé à être allongé entre ces rails de métro, au train passant à quelques centimètres de mon dos, à émerger pour voir la déception sur le visage de ma fille au lieu du soulagement. Oui, ai-je dit. Je peux le faire. Ce soir-là, je suis retourné à la maison de ville. Mes mains tremblaient en tournant la clé, mais mon expression est restée neutre. Wesley et Catherine étaient assis dans le salon. Ils ont semblé surpris quand je suis entré. Tu es de retour, a dit Wesley prudemment. J'ai posé ma mallette et je me suis assis dans mon fauteuil habituel, reprenant mon territoire. J'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, à nous. Catherine s'est penchée en avant, la vie est trop courte pour les conflits familiaux. Peut-être que j'ai trébuché. Le stress ces derniers temps, je ne dors pas bien. Les mots avaient un goût de poison, mais je les ai prononcés avec fermeté. Mon avocat a déconseillé de porter plainte. Résultat incertain, ça déchire la famille de toute façon. Alors tu dis quoi exactement? La voix de Wesley était suspicieuse. Je dis que nous allons de l'avant. Mettons ça derrière nous. Je ne veux pas perdre ma fille pour un accident. Catherine a commencé à pleurer. Elle a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras. J'ai supporté cela brièvement, puis je me suis reculé, maintenant une distance. Wesley me regardait avec des yeux calculateurs, essayant de déterminer si c'était authentique. Juste comme ça, tu pardonnes tout? J'ai rencontré son regard avec fermeté. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, nous allons de l'avant. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai travaillé depuis mon bureau à domicile jusque tard dans la nuit. À 2 heures du matin, la maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de mon ordinateur. J'ai consulté 5 ans de dossiers financiers. J'ai fait défiler les notes de frais et les paiements aux fournisseurs. Et voilà. Med Supply Solutions. Des paiements récurrents chaque mois, des montants allant de 3 000 à 8 000 $. J'ai ouvert notre dossier de contrat fournisseur. Aucun accord avec une entreprise de ce nom. J'ai vérifié l'enregistrement de l'entreprise, créée dans le Delaware en 2021. Adresse indiquée comme une boutique UPS à Newark. J'ai ouvert le portail bancaire et j'ai retracé les virements. Le compte de destination était aux îles Caïmans. Le nom du titulaire du compte incluait le nom de jeune fille de la mère de Wesley, Harrington. Erreur d'amateur. Un plancher a craqué devant mon bureau. J'ai rapidement minimisé les fenêtres. Wesley est apparu dans l'embrasure de la porte, les cheveux en désordre. Tu travailles tard, tu n'arrivais pas à dormir? J'ai désigné l'écran, affichant d'inoffensifs rapports trimestriels. Je passe en revue les chiffres. Pourquoi maintenant? Tu ne t'es jamais soucié des détails avant. Frôler la mort change la perspective. Ça donne envie que les choses soient en ordre. Il est entré dans la pièce, les yeux balayant mon bureau. Tu cherches quelque chose. Devrais-je? Il a fait une pause, puis a secoué la tête. Bien sûr que non. C'est juste que le timing semble étrange. Retourne te coucher, Wesley.
Ça ne te concerne pas, il est parti en marmonnant, tout dans cette entreprise me concerne. J'ai attendu que ses pas s'éloignent, puis j'ai rouvert les fichiers. J'ai passé le reste de la nuit à tout documenter, prenant des photos avec mon téléphone, créant un disque dur externe étiqueté « Doc Planification Succession » pour éviter les soupçons. Au matin, j'avais 42 mois de paiement frauduleux totalisant $340 000. Le lendemain, j'ai contacté Brennan & Associates, des experts comptables judiciaires. J'ai rencontré Jennifer Brennan dans une salle de conférence du centre-ville, en lui faisant glisser une clé USB sur la table. Dossier financier complet, 5 ans. J'ai besoin d'un examen complet de toutes les dépenses de plus de $1000. Elle a hoché la tête. Professionnelle et efficace. Préparation pour une due diligence d'acquisition? Quelque chose comme ça. Porter une attention particulière au paiement des fournisseurs. Une compréhension est passée entre nous sans mots. Elle savait quoi chercher. Au petit déjeuner le lendemain matin, j'ai fait l'annonce. J'ai engagé Brennan & Associates, des experts comptables judiciaires. La tasse de café de Wesley s'est arrêtée en l'air. Pourquoi? Pourquoi faire? Audit de routine. On aurait dû en faire un chaque année de toute façon. Catherine a froncé les sourcils. C'est à cause de ce qui s'est passé? Tu ne nous fais pas confiance? C'est parce que j'ai failli mourir et que j'ai réalisé que j'ai été négligent avec la conformité. Rien de personnel. Qu'est-ce qu'ils vont auditer exactement? La voix de Wesley était soigneusement désinvolte, mais j'ai vu sa main trembler légèrement. Tout. 5 ans de transactions, relations avec les fournisseurs, approbation de dépenses. J'ai croisé son regard. J'aurais besoin que tu donnes un accès complet à tes dossiers d'approbation. Bien sûr, heureux de coopérer. 3 semaines plus tard, fin avril, début mai, j'étais assis seul dans ma voiture près du bureau. Mon téléphone a sonné. Jennifer Brennan. Monsieur Ellis, nous devons nous rencontrer aujourd'hui. J'ai trouvé quelque chose. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur pour la première fois depuis le métro. J'ai souri. Pas un grand sourire, juste une légère courbe de satisfaction. Je serai là dans 20 minutes. J'ai démarré la voiture et je me suis engagé dans la circulation. Les preuves dont j'avais besoin étaient prêtes. La phase 1 était terminée. La salle de conférence du 12e étage semblait différente maintenant. C'est là que j'avais surpris Wesley et Catherine en train de comploter en janvier, là où tout avait commencé. 4 mois plus tard, j'étais assis en bout de table dans la même pièce, sur le point de mettre fin à tout ce qu'ils avaient prévu. 9 heures, mardi matin, début mai, un soleil éclatant à travers les fenêtres. Sandra Chen était assise à ma droite. Elle avait été briefée. Robert Park et Margaret Foster flanquaient le côté opposé, tous deux comprenant ce qui allait arriver. Wesley et Catherine étaient assis en face de moi, croyant encore qu'il s'agissait d'une revue trimestrielle de routine du conseil d'administration. J'ai distribué des documents reliés à chaque personne. La page de couverture indiquait « Proposition de restructuration confidentielle ». L'expression de Wesley est passée de l'ennui à une attention vive en lisant le titre. À côté de lui, Catherine a feuilleté l'index, la confusion se propageant sur son visage. J'ai pris des décisions concernant la structure future de l'entreprise. Ma voix était formelle, une annonce commerciale froide, pas une discussion familiale. Laissez-moi finir avant les questions. Wesley a commencé à interrompre. J'ai levé une main. Il a fermé la bouche, la mâchoire serrée. Avec effet immédiat, j'ai créé une nouvelle entité, Ellis Medical Solutions LLC. 4 cliniques seront transférées à cette nouvelle société, Upper East Side, Midtown Financial District et Brooklyn Heights. Je suis passé à la page 3. Ces emplacements représentent environ 65% du chiffre d'affaires total. J'ai vu le visage de Wesley s'assombrir alors qu'il traitait les implications. Les principaux contrats d'assurance seront transférés à Ellis Medical Solutions, United Healthcare, Aetna, Blue Cross. Sandra Chen sera la directrice des opérations de la nouvelle entité. Sandra a hoché la tête une fois, confirmant. La société d'origine, Ellis Healthcare Group, conservera 4 emplacements et les relations fournisseurs existantes. Wesley et Catherine, vos postes restent au sein d'Ellis Healthcare Group. Wesley s'est levé si vite que sa chaise a basculé en arrière, s'écrasant contre le sol. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est du sabotage. Du dépouillement d'actifs illégal.
C'est tout à fait légal. Robert Park a fait glisser un document sur la table. Avis juridique 6 juin. Monsieur Ellis détient 100% du capital de l'entreprise. Il a le droit absolu de restructurer. Je vais vous poursuivre en justice. Injonction contre le transfert d'actifs. Vote d'urgence du Conseil. Margaret Foster a interrompu calmement. Le Conseil n'est que consultatif. Aucun pouvoir de vote. Cette restructuration est entièrement dans les droits du propriétaire. Le visage de Wesley est devenu rouge foncé. Il s'est penché sur la table, pointant du doigt les documents. Cette entreprise nous était promise. Votre testament régit l'héritage après la mort. Je suis vivant. Je suis resté assis, les mains à plat sur la table. Je peux restructurer comme je le souhaite. Catherine a commencé à pleurer. Elle a tendu la main sur la table, essayant de saisir la mienne. Je me suis reculé, maintenant une distance physique. Papa, s'il te plaît, ne nous fais pas ça. Nous sommes une famille. La famille a essayé de me tuer. Tu te souviens? C'était un accident. Tu as dit que tu nous avais pardonné. J'ai dit que nous irions de l'avant. Ceci, s'est avancé séparément. Wesley a frappé du poing sur la table, faisant sauter les verres d'eau. Il ne reste rien. Ces cliniques sont à peine rentables. Alors vous devrez gérer efficacement. J'ai regardé ma montre. Dédaigneux. Bonne pratique. Comment sommes-nous censés survivre avec ça? La voix de Catherine s'est élevée, les larmes coulant. J'ai croisé son regard directement. De la même manière que j'ai survécu allongé entre les rails du métro. Débrouillez-vous. Wesley a attrapé les documents et est sorti en trombe. Catherine l'a suivi. La porte a claqué assez fort pour faire trembler le cadre. Sandra a expiré lentement. Il a fallu du courage. Il a fallu des maths. Les chiffres ne manquent pas sur qui a volé. J'ai rassemblé mes affaires. Nous finaliserons la logistique du transfert cet après-midi. Je veux que tout soit opérationnel d'ici 2 semaines. Ce soir-là, je suis retourné à la maison de ville pour la dernière fois en tant que résident. J'ai traversé les pièces méthodiquement, n'emballant que ce qui m'appartenait uniquement. Des vêtements de mon placard, laissant les affaires de Catherine intactes. Des documents du coffre-fort. Des photos de la jeune Catherine avant Wesley, laissant les photos de mariage là où elles étaient accrochées. Wesley m'a trouvé dans la chambre principale, une valise ouverte sur le lit. Tu nous mets dehors? Ta propre fille? J'ai plié une chemise avec précision. Ma maison, ma décision. 30 jours et le préavis légal requis. Je lui ai tendu une enveloppe. Il l'a déchirée. A lu l'avis d'expulsion. Où sommes-nous censés aller? Ce n'est pas mon problème. Trouvez un appartement. Utilisez votre salaire d'Ellis Healthcare Group. Quel salaire? Sans ces contrats, il n'y a pas de revenu pour la paix. J'ai posé l'avis d'expulsion sur la commode. Alors réduisez les dépenses, donnez la priorité à la gestion de base. Catherine est apparue dans l'embrasure de la porte. Je n'arrive pas à croire que tu fais ça. Je n'ai pas levé les yeux de mes bagages. Je n'arrive pas à croire que tu te tenais sur ce quai en souriant pendant que je frôlais la mort. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Ils ont tous les deux regardé pendant que je descendais des boîtes et que je les chargeais dans le coffre de ma voiture. J'ai enlevé mes clés de maison du porte-clés et je les ai posées sur le comptoir de la cuisine. Wesley a brièvement bloqué la porte. Je suis passé sans m'arrêter. L'appartement demeurait il était spartiate. 3 étages à monter, une chambre, non meublée à l'exception d'une seule chaise que j'avais achetée ce matin-là. J'ai monté les boîtes seules dans les escaliers, les disposant en rangées nettes le long du mur. J'ai ouvert les stores. Vue différente de la maison de ville. Pas de jardin, pas d'intimité, mais dégagé, honnête. Je me suis assis dans la chaise en mangeant un dîner à emporter pendant que mon téléphone vibrait à plusieurs reprises avec des appels et des SMS de Wesley. Je les ai tous ignorés. L'appartement résonnait quand je marchais. L'espace vide semblait plus propre que des pièces remplies contaminées par la trahison. 10 jours passèrent. La nouvelle entreprise fonctionnait sans problème. Sandra gérait les opérations quotidiennes pendant que je me concentrais sur la planification stratégique. L'ancienne entreprise luttait, exactement comme prévu. Wesley passait des appels désespérés aux fournisseurs,
essayant de négocier de meilleures conditions sans aucun levier. Catherine travaillait tard, essayant d'équilibrer des budgets qui ne s'équilibraient pas. J'étais dans mon nouveau bureau, examinant les projections financières avec Sandra, quand mon assistante a frappé. « Monsieur Ellis, il y a un huissier ici. Des documents juridiques pour vous. » L'enveloppe était épaisse. Je l'ai ouverte, debout dans l'embrasure de la porte. Wesley et Catherine avaient intenté un procès contestant la restructuration, demandant une injonction, alléguant un manquement à l'obligation fiduciaire et des mauvais traitements envers une personne âgée. 15 pages d'allégations arguant que j'étais mentalement incompétent, agissant par malveillance, violant des promesses implicites. J'ai lu toute la plainte sans m'asseoir. Quand j'ai fini, j'ai regardé Sandra. Ils se défendent. Qu'est-ce qu'on fait? Je me suis permis un léger sourire, le premier authentique depuis des semaines. Nous contre-attaquons. Mettez Morrison au téléphone. Elle a immédiatement attrapé son portable. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant Manhattan qui s'étendait dans toutes les directions. Wesley pensait que c'était une question d'entreprise, d'argent, de contrôle et d'héritage. Il n'avait toujours pas compris. Ce n'était pas une question d'affaires. C'était une question de responsabilité, de s'assurer que les gens qui essaient de vous assassiner pour le profit perdent tout ce qu'ils espéraient de votre mort. Le procès était attendu, même bienvenu. Il ouvrait la porte à la communication des pièces, aux dépositions, à la mise au jour de tout dans le dossier public. Ils avaient attaqué en premier, pensant que l'agression m'intimiderait. Ils venaient de commettre une grave erreur. La voix de Morrison est venue par le haut-parleur. J'ai entendu dire qu'il passe à l'artillerie lourde. Bien, ai-je dit. Cela rend la phase 2 plus facile. Il est temps de leur montrer ce que nous avons trouvé dans l'audit. Morrison a étalé le procès sur sa table de conférence. 47 pages d'accusations, chacune plus absurde que la précédente. J'étais assis en face de lui, lisant des sections, secouant parfois la tête. Ils prétendent que vous avez fait des promesses orales de transférer l'entreprise. Morrison a surligné un passage avec un marqueur jaune. Peuvent-ils le prouver? Non, car je n'ai jamais promis de transfert immédiat, seulement un héritage après ma mort. L'angle de la compétence est plus préoccupant. Il a tourné à la page 32. Il demande une évaluation psychologique ordonnée par le tribunal, citant un comportement erratique post-traumatisme. J'ai levé les yeux brusquement. Sur la base de quoi? L'incident du métro. Votre collecte de documents par la suite, qu'il qualifie de paranoïaque. La restructuration, qu'il qualifie de vengeance impulsive. Il a croisé mon regard. Ce sont des tactiques désespérées, mais un juge pourrait accorder une évaluation juste pour être minutieux. Je passerai leurs tests, je les réussirai tous. C'est le plan. Mais cela signifie des semaines de rendez-vous, plusieurs médecins, des frais de justice qui s'accumulent pendant que nous attendons les résultats. Il a sorti une calculatrice. Vulkman & Associates facture agressivement. Comptez $40 000 par mois juste pour vous défendre contre leur requête. Le chiffre ne m'a pas choqué. Je m'attendais à une guerre financière. Facturez-moi. Je ne négocierai pas, audience d'urgence dans une semaine. Il demande une injonction immédiate pour suspendre toutes les opérations commerciales en attendant le procès. Je me suis adossé à mon fauteuil. Ils ne l'obtiendront pas. Je possède l'entreprise. Pas d'actionnaire à protéger. D'accord. Mais nous devons nous présenter, argumenter, répondre à chaque requête qu'ils déposent. Chaque comparution coûte de 8 000 à 15 000 $. Morrison a fermé le document. Il compte sur la pression financière pour forcer une négociation. Laissez-les compter. La semaine suivante a apporté la première comparution au tribunal. J'étais assis à une table, Wesley et Catherine à une autre à 6 mètres de là. Nous ne nous sommes pas parlé, ne nous sommes pas reconnus au-delà d'une évaluation froide lorsque le juge est entré. L'avocat de Wesley a soutenu que je détruisais la valeur de l'entreprise par une restructuration malveillante. Morrison a répliqué que les droits de propriété étaient absolus. Aucun actionnaire n'existait pour être lésé. Le juge a examiné les documents pendant 20 minutes, puis a frappé de son marteau. Requête d'injonction rejetée. Le demandeur n'a pas démontré la probabilité de succès sur le fond. Prochaine audience le 8 juillet. Petite victoire, mais les victoires coûtent de l'argent. Cette audience seule, 12 000 $ de frais de justice.
Le tribunal a cependant accordé une demande. Une évaluation psychologique complète. 3 rendez-vous prévus sur 2 semaines. Test cognitif, entretien psychiatrique, examen neurologique. Cabinet du docteur Patricia Hoffman, premier rendez-vous. J'étais assis devant un ordinateur, cliquant sur des puzzles de reconnaissance de forme, récitant des séquences de chiffres à l'envers, résolvant des problèmes de logique. Les tests étaient simples, presque insultants de simplicité. Excellente fonction cognitive, a noté le docteur Hoffman, aucun signe de déficience. L'évaluation psychiatrique s'est avérée tout aussi vaine. Le docteur Ramirez m'a interrogé sur l'incident du métro, sur mes décisions commerciales, sur les relations familiales. Comment le fait d'avoir frôlé la mort a-t-il affecté votre état mental? Cela a clarifié mes priorités, m'a montré en qui je pouvais avoir confiance. Certains pourraient interpréter vos décisions commerciales comme des représailles. Certains pourraient interpréter une tentative de meurtre comme un motif pour protéger ses actifs contre des criminels. Il a pris des notes sans expression. Votre fonction cognitive semble excellente. Je ne vois aucun signe de capacité diminuée. L'examen neurologique a complété la trilogie. Scanners cérébraux, test de réflexe, évaluation de coordination, tout était normal. Le rapport des évaluateurs nommés par le tribunal, aucune preuve de déficience psychologique ou de capacité de prise de décision diminuée. Pendant ce temps, Wesley détruisait ce qui restait de l'ancienne entreprise. Désespéré de réduire les coûts, il a licencié 40% du personnel. Les couloirs des cliniques résonnaient de vide. La qualité des soins aux patients a chuté. Les bulletins d'information locaux sur la santé ont commencé à publier des articles sur la crise. Il a également essayé de recruter des employés d'Hélice Medical Solutions. Sandra Chen a reçu son appel et lui a dit exactement où aller. D'autres sont également restés fidèles. La réputation de Wesley le précédait maintenant. Personne ne voulait travailler pour quelqu'un faisant l'objet d'une enquête fédérale. Juin est devenu un marathon de comparutions au tribunal, de requêtes en communication de pièces, de conférences de calendrier, de litiges sur la production de documents. Les avocats de Wesley exigeant des communications internes, essayant de prouver une intention malveillante. Morrison ne fournissait que ce qui était légalement requis, rien de plus. Chaque audience signifiait un autre jour au tribunal, une autre facture d'avocat. À la fin du mois, j'avais dépensé 87 000 $ pour me défendre contre des réclamations sans fondement. Un soir de fin juin, j'étais assis seul dans mon bureau, examinant les coûts croissants. Les demandes de communication de pièces s'empilaient sur mon bureau. Wesley exigeant des centaines de documents, chacun nécessitant du temps d'examen par un avocat. Plus de frais, plus de retard. Sandra a frappé à ma porte. Vous avez l'air épuisé. Quand avez-vous pris un jour de congé pour la dernière fois? Quand les poursuites cesseront? Elle s'est assise en face de moi. Inquiétude évidente. Cette bataille juridique vaut-elle votre santé? Ils ont essayé de me tuer. Oui, ça vaut tout. Et s'ils gagnent? Et si le tribunal se range de leur côté? J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai touché le dossier à l'intérieur. Ils ne gagneront pas. J'ai quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore. L'audit. L'audit. Encore 2 semaines de leurs attaques. Puis je mettrai fin à tout ça. Mon téléphone a vibré. Le nom de Morrison est apparu. J'ai répondu en mode haut-parleur. 3 nouvelles requêtes déposées aujourd'hui. Nous devons discuter de la stratégie de réponse. Sandra s'est levée pour partir. Je lui ai fait signe de rester et j'ai sorti mon agenda. La première semaine de juillet était marquée pour une réunion de stratégie, la même semaine où le rapport d'audit final était attendu. Planifiez-le, ai-je dit à Morrison, et assurez-vous que Jennifer Brennan puisse y assister. Il est temps de déployer la phase 2. J'ai raccroché et j'ai regardé le dossier sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait le résumé préliminaire de l'audit. 340 000 $ de vols documentés, des sociétés écrans, des transferts à l'étranger, la signature de Wesley sur chaque transaction frauduleuse. Laissez-les déposer des requêtes. Laissez-les attaquer ma compétence. Laissez-les épuiser des ressources qu'ils n'avaient pas. La contre-attaque arrivait. La première semaine de juillet est arrivée. J'étais assis dans le bureau de Morrison pour notre session de stratégie, examinant l'état des diverses requêtes. Son assistante a frappé et est entrée, portant un épais paquet.
Le rapport final de l'audit jury comptable vient d'arriver par coursier. J'ai pris le document relié. La page de couverture indiquait « Audit jury comptable confidentiel, Ellis Healthcare Group, preuve de fraude systématique ». J'ai ouvert au résumé exécutif. Le travail de Jennifer Brennan était méticuleux. 347 pages de preuves, de relevés bancaires, de virements, de communications par email, de documents de création de sociétés écrans montrant Wesley comme bénéficiaire effectif. Une chronologie s'étendant sur 38 mois. Vol total documenté, 340 680 $. Chaque transaction frauduleuse tracée et vérifiée. Chaque approbation portant la signature numérique de Wesley, chaque virement se terminant sur son compte offshore. J'ai regardé Morrison. À quelle vitesse pouvons-nous déposer ça? Il s'est penché en avant, plein d'énergie. Tribunal, 24 heures. SEC et IRS, je peux l'avoir sur leur bureau d'ici demain après-midi. J'ai fermé le rapport avec une finalité décisive. Faites-le. Tous en même temps. Morrison a souri, le premier sourire sincère que je lui voyais depuis des semaines. Maintenant, c'est nous qui attaquons. 48 heures après le dépôt des preuves de l'audit, tout a changé. Morrison a soumis le rapport comme pièce à conviction dans le procès civil, le rendant immédiatement public. Simultanément, des copies ont été envoyées à la division de l'application de la loi de la SEC et à la division des enquêtes criminelles de l'IRS. Le dossier de preuve était complet. 347 pages de dossier financier, relevés bancaires, documentation de virement, documents de création de sociétés écrans montrant Wesley comme bénéficiaire effectif, communication par email entre Wesley et des fournisseurs fictifs envoyés par Wesley à lui-même, créant une trace écrite pour de fausses factures. Le schéma était clair. Wesley approuvait des factures de Med Supply Solutions pour du matériel médical inexistant, les fonds étaient virés sur des comptes offshore. Le titulaire du compte a été retracé jusqu'à la fiducie familiale de Wesley. Vol systématique sur 38 mois totalisant plus de 340 000 $. En 72 heures, les deux agences ont ouvert des enquêtes formelles. Un matin de mi-juillet, j'examinais les projections trimestrielles lorsque Sandra a frappé d'urgence. Vous devez voir ça. Elle m'a tendu sa tablette montrant une alerte de dernière minute. Enquête fédérale, propriétaire de clinique médicale de New York accusé de détournement de 340 000 $. J'ai parcouru l'article. Le Healthcare Business Journal avait obtenu des copies du dossier judiciaire public. L'histoire détaillait tout. Les conclusions de l'audit, les sociétés écrans, la fraude systématique de Wesley, des citations de sources proches de l'enquête, probablement des procureurs construisant un dossier public. Les médias ont trouvé ça vite, a observé Sandra. Bien. Que tout le monde voit qui il est. Mon téléphone a vibré. Morrison appelait. Des agents fédéraux sont chez Ellis Healthcare Group. En ce moment. L'enquêteur de la SEC Marcus Chen et l'agente des enquêtes criminelles de l'IRS Rebecca Torres. Ils saisissent des dossiers. Je me suis levé, marchant vers ma fenêtre. De l'autre côté de la ville, le monde de Wesley s'effondrait. Au bureau de l'ancienne entreprise, Wesley était assis à son bureau, examinant des documents de licenciement lorsque la réceptionniste du hall l'a appelé. Il y a des agents fédéraux ici pour vous voir. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte de son bureau s'est ouverte. Marcus Chen et Rebecca Torres sont entrés, montrant leur badge. Monsieur Wesley Chambers. Chen a tendu une assignation. Nous avons besoin d'un accès immédiat à tous les dossiers financiers, ordinateurs et communications. Le visage de Wesley s'est vidé de sa couleur. De quoi s'agit-il? Enquête pour fraude financière. Votre bureau est scellé, en attente d'une analyse jury comptable. Torres a fait signe à des spécialistes en informatique qui entraient derrière eux. Nous aurons besoin que vous répondiez à quelques questions. Pendant 4 heures, ils l'ont interrogé. Wesley a nié toute connaissance, a prétendu des erreurs comptables, a insisté sur le fait qu'il n'avait aucun lien avec des comptes offshore. Son avocat est arrivé au milieu de l'interrogatoire et lui a conseillé d'arrêter de parler. Nous n'avons pas mentionné les comptes offshore, a noté Torres. Comment étiez-vous au courant? Wesley a réalisé son erreur. Je veux que mon avocat soit présent avant de répondre à quoi que ce soit d'autre. Le même jour, des agents ont rendu visite à Catherine dans son appartement du Queens. Elle a ouvert la porte en pantalon de survêtement, le visage tiré par le stress. En voyant les badges, ses jambes ont fléchi. Torres a attrapé son coude,
l'aidant à s'asseoir à la table de la cuisine. Ils lui ont montré des documents portant sa signature, approuvant des dépenses frauduleuses en tant que directrice financière. Je ne savais pas. La voix de Catherine est montée jusqu'à l'hystérie. Wesley a dit que c'était des dépenses normales. J'ai juste signé ce qu'il m'a dit de signer. C'est une défense pour le procès, a dit Chen d'un ton neutre. Pour l'instant, vous êtes une personne d'intérêt dans une enquête criminelle. Je peux passer un accord, témoigner contre lui? Torres a échangé un regard avec Chen. Ce n'est pas notre décision. Le bureau du procureur des États-Unis gère les accords de coopération, mais vous devriez immédiatement engager un avocat. 2 jours plus tard, Wesley a essayé d'utiliser un distributeur automatique. Transaction refusée. Il a appelé sa banque, en attente pendant 15 minutes. Monsieur Chambers, votre compte a été gelé dans l'attente d'une enquête fédérale. Il a vérifié son application bancaire sur son téléphone. Tous les comptes affichaient un solde disponible de 0. Le compte offshore au Caïman était également gelé grâce à la coordination internationale des forces de l'ordre. Actifs totaux accessibles, rien. Ses cartes de crédit étaient au maximum à cause des frais de litige civil. Il ne pouvait pas payer son loyer, ne pouvait pas payer les honoraires de son avocat pénaliste. Catherine a fait face à une paralysie financière identique, ses comptes gelés, sa signature sur des documents frauduleux faisant d'elle une co-conspiratrice potentielle. La tempête médiatique s'est intensifiée. Le New York Post a titré « L'héritier du secteur de la santé accusé d'avoir escroqué l'entreprise de son père ». Les articles détaillaient tout. L'incident du métro, la bataille de la restructuration, la découverte de la fraude. Les réseaux professionnels ont discuté sans fin du scandale. Les partenaires d'assurance ont commencé à prendre leur distance avec Ellis Healthcare Group. La réputation professionnelle de Wesley a été détruite du jour au lendemain. Une recherche Google de son nom ne renvoyait que des articles sur le scandale. L'avocat civil de Vulkman et Weslow a contacté Morrison pour chercher un règlement. Une conférence téléphonique a été organisée. Toutes les parties, tous les avocats. Mes clients veulent discuter d'une résolution, a commencé Vulkman. Ils sont prêts à retirer toutes les poursuites. À démissionner de leur poste dans l'entreprise. À renoncer aux futures réclamations d'héritage. Morrison m'a présenté la proposition. Je l'ai rejetée immédiatement. Pas d'accord. Les poursuites pénales se poursuivent de toute façon. Monsieur Ellis. La voix de Vulkman était désespérée. Mes clients pourraient faire face à une peine de prison importante. Sûrement un peu de pitié. J'ai eu de la pitié en étant allongé entre les rails du métro. Ma voix était plate, sans émotion. Il n'en reste plus. La voix de Wesley est venue par le haut-parleur. Lemuel, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs. Mais la prison pour des erreurs comptables? Des erreurs comptables? Tu as volé 340 000 $. Tu as essayé de me tuer. Appelle les choses par leur nom. Catherine a commencé à pleurer de manière audible. Papa, je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, aide-moi. Tu te tenais sur ce quai. Tu as souri. Pas de règlement, pas de pitié. C'est terminé. J'ai déconnecté. Morrison est resté brièvement en ligne pour formaliser le rejet, puis a également raccroché. Il panique, a-t-il observé. Il devrait. Quel est le calendrier pour les accusations fédérales? Grand jury probablement dans les 60 jours. Les procureurs agissent vite. Vos preuves ont facilité leur travail. Il a consulté ses notes. Fraude électronique, blanchiment d'argent, évasion fiscale. Wesley risque potentiellement 10 à 15 ans. Et Catherine? Ça dépend si elle coopère. Si elle témoigne contre Wesley, elle pourrait obtenir l'immunité. C'est entre elle et les procureurs. Morrison m'a étudié attentivement. Vous n'êtes pas troublé par la possibilité que votre fille aille en prison. C'est une adulte. Elle a fait des choix. J'ai rencontré son regard avec fermeté. Si elle témoigne sincèrement, c'est sa décision. Je n'interviendrai pas dans un sens ou dans l'autre. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Un journaliste du Healthcare Business Journal. Monsieur Ellis, pouvez-vous commenter l'enquête fédérale sur votre gendre? Je coopère pleinement avec les autorités. Les preuves parlent d'elles-mêmes.
Certains disent que c'est une vengeance pour un différend familial. Il s'agit de crimes financiers. L'audit a révélé une fraude systématique. Je l'ai signalé aux autorités compétentes. Pas d'autres commentaires. J'ai raccroché et j'ai ignoré les appels suivants. Laissez les médias tirer leurs propres conclusions des dossiers publics. Fin juillet, j'ai reçu un SMS de Morrison. Le bureau du procureur des États-Unis a programmé une réunion demain. Ils veulent discuter de votre coopération et du calendrier des accusations. L'avocat de Wesley les a contactés au sujet de négociations de plaidoyer. J'ai répondu, je serai là. Pas d'accord qui inclut de la clémence. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé mon calendrier. Une date en août était encerclée. Décision du tribunal sur l'affaire de la restructuration. Tout convergeait. Accusation criminelle, résolution de l'affaire civile, implosion de l'entreprise, tout se passait en quelques semaines. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La ville s'étendait en bas, les lumières commençant à scintiller alors que l'obscurité s'installait. Quelque part là dehors, Wesley et Catherine regardaient leur vie se désintégrer. Compte bancaire gelé, accusations criminelles imminentes, réputation professionnelle détruite. Ils avaient voulu prendre ma vie et mon entreprise. Maintenant, ils n'avaient rien. Et ce n'était que le début. La fin de partie était visible maintenant, inévitable comme le lever du soleil. Tout ce que j'avais construit en 30 ans était soigneusement démantelé et séparé des criminels qui avaient essayé de le voler. Le plan s'exécutait parfaitement. Un matin de début août, j'étais assis dans la salle d'audience, attendant l'entrée du juge Whitmore. Wesley et Catherine occupaient la table de la défense à 6 mètres de là. Wesley avait l'air diminué. Perte de poids, mauvaise mine, épuisement gravé sur son visage. Catherine était assise à l'autre bout de la table. La distance physique entre eux était symbolique. Elle ne vivait plus avec lui depuis 2 semaines. L'huissier nous a demandé de nous lever. Le juge Whitmore est entré, portant un épais dossier. Nous nous sommes assis. Elle a commencé à distribuer des copies de son avis écrit, 25 pages. Ce tribunal a examiné de nombreuses preuves et arguments juridiques des 2 parties. Sa voix a porté dans la salle silencieuse. Les plaignants ont affirmé que le défendeur avait restructuré l'entreprise en violation de promesses orales. Des preuves à l'appui de telles promesses? Aucune. Elle a continué méthodiquement. Le défendeur possède une autorité légale claire en tant que propriétaire unique pour restructurer l'entreprise comme il le juge approprié. La contestation de la compétence du plaignant. Les évaluations médicales montrent que le défendeur fonctionne à des niveaux cognitifs supérieurs. Les épaules de Wesley se sont affaissées davantage à chaque phrase. Ce procès semble motivé par la colère face à des décisions commerciales légitimes plutôt que par un préjudice juridique réel. Toutes les réclamations sont rejetées avec préjudice. Le coup de marteau a résonné vivement. Les plaignants rembourseront les frais de justice des défendeurs, totalisant 125 000 $. Cette affaire est close. J'ai rassemblé mes documents méthodiquement. Pas de célébration, juste l'achèvement. Morrison m'a brièvement serré la main. Satisfaction professionnelle. Wesley est resté assis pendant que la salle d'audience se vidait, fixant la table. Je suis sorti sans regarder en arrière. 3 jours plus tard, Wesley a reçu un appel des membres restants du conseil d'administration du groupe Ellis Healthcare. Réunion d'urgence requise. Il est arrivé dans la salle de conférence pour trouver 3 visages sombres et une lettre de démission déjà préparée sur la table. Wesley, le conseil convient à l'unanimité que ta démission est nécessaire, a dit Thompson. Je n'ai été accusé de rien. La voix de Wesley manquait de conviction. L'enquête ne signifie pas la culpabilité. Ta présence crée un risque de responsabilité. L'assurance ne couvrira pas les dirigeants faisant l'objet d'une enquête fédérale. La discussion a été brève. Wesley a signé. La sécurité l'a escorté dehors, ses affaires dans une boîte en carton. Catherine a démissionné le même jour par email, sans même entrer dans le bâtiment. Sans direction ni contrat viable, les revenus du groupe Ellis Healthcare se sont effondrés. Ils ne pouvaient pas payer les salaires des 30 employés restants. Les propriétaires exigeaient les arriérés de loyer. Les fournisseurs de matériel médical refusaient les livraisons. Les partenaires d'assurance ont annulé les contrats, invoquant des problèmes de qualité. L'avocat de la société a déposé une demande de mise en faillite, chapitre 7. Liquidation, par réorganisation.
Les actifs ont été vendus pour payer les créanciers. Équipements, mobilier, dossiers de patients transférés à d'autres fournisseurs. Les médias ont titré sur la fermeture de l'entreprise, le scandale de la fraude, l'échec spectaculaire. Tout ce que j'avais construit en 30 ans, effacé en quelques mois par la mauvaise gestion et le vol de Wesley. Mais c'était le but, n'est-ce pas? Séparer ce qui avait de la valeur de ce qui était infecté. Elis Medical Solutions prospérait. L'ancienne coquille s'est effondrée sous sa propre corruption. J'ai mis en vente la maison de l'Upper East Side par l'intermédiaire d'une agence de premier plan, propriété évaluée à 4,2 millions de dollars, vendue en 3 semaines à un dirigeant de fonds spéculatifs payant en espèces. Wesley et Catherine ont reçu leur dernier avis. Ils y vivaient sans payer de loyer, techniquement des squatteurs. La dernière semaine d'août, le jour du déménagement est arrivé. J'ai envoyé un représentant. Je n'avais pas besoin d'être là personnellement. Des déménageurs ont emballé les articles que j'avais sélectionnés. Wesley et Catherine ont chargé à la hâte leurs affaires dans un camion de location pendant que les voisins regardaient par les fenêtres. Le cercle social qui les avait autrefois accueillis était maintenant témoin de leur humiliation. Ils ont conduit jusqu'au Queens. 3e étage sans ascenseur, 80 mètres carrés, quartier industriel. Loyer mensuel, 2200 $. Le contraste était saisissant. D'une maison de ville de 4 millions de dollars à un appartement exigu avec des fenêtres donnant sur un mur de briques. Leur réalité financière était brutale. Les comptes bancaires restaient gelés. Dettes impayées, 125 000 $ qui mettaient du suite au jugement du tribunal, 90 000 $ de frais de justice à leurs propres avocats. Pas de revenus, tous deux au chômage et inemployables dans le secteur de la santé, carte de crédit au maximum. Catherine a trouvé un travail temporaire, gagnant 18 $ de l'heure. Wesley a postulé à des postes, mais les vérifications d'antécédents ont révélé l'enquête fédérale. Rejet après rejet, il vivait du modeste revenu de Catherine, couvrant à peine le loyer et la nourriture. Le rêve américain inversé. Du privilège à la pauvreté en 6 mois. Fin août, environ 10 jours avant septembre. Mon téléphone a vibré. SMS de Morrison. Audience de plaidé coupable de Wesley demain à 10 h. Le bureau du procureur vous invite à assister à l'audience de détermination de la peine si vous souhaitez faire une déclaration de la victime. J'ai répondu, je serai là. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Première ligne. Le 12 mars 2025, mon gendre m'a poussé sur les voies du métro dans une tentative de meurtre motivée par la cupidité. J'ai fait une pause, pesant soigneusement mes mots. C'était la dernière pièce, la déclaration finale. Tout avait mené à ce moment. J'ai écrit pendant 2 heures, révisant jusqu'à ce que chaque phrase ait un poids précis. Quand j'ai eu fini, j'ai enregistré le document et j'ai fermé l'ordinateur portable. Demain, je rendrai le jugement final. Alors ce serait vraiment fini. Le palais de justice fédéral de Pearl Street brillait sous la lumière du matin de fin août. J'ai passé la sécurité, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage et je suis entré dans la salle d'audience. Wesley était assis à la table de la défense avec son avocat pénaliste, portant un costume mal ajusté qui flottait sur sa silhouette décharnée. Il avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Catherine était assise au dernier rang de la galerie, séparée de son mari. Elle ne le regardait pas. Il ne la regardait pas. Le juge Harrison est entré. Nous nous sommes levés, puis nous nous sommes assis. La formalité rituelle du système judiciaire. Monsieur Wesley Chambers, vous avez conclu un accord de plaidoyer avec le gouvernement. Est-ce exact? Oui, votre honneur. La voix de Wesley portait à peine. Comment plaidez-vous à l'accusation de fraude électronique? Coupable, votre honneur. Et pour le blanchiment d'argent? Coupable. Le juge a examiné le rapport présententiel. La procureure adjointe des États-Unis, Michelle Park, a présenté la position du gouvernement, décrivant le vol systématique de Wesley sur 3 ans, les 340 000 $ volés, la tentative de meurtre face à la découverte. L'avocat de Wesley a demandé la clémence, citant l'acceptation de la responsabilité de son client. Le juge Harrison m'a regardé. La victime souhaite-t-elle faire une déclaration? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au pupitre, j'ai posé ma déclaration écrite, mais je ne l'ai pas lue. J'avais mémorisé chaque mot. Votre honneur, le 12 mars, Wesley m'a poussé sur les voies du métro parce que j'avais découvert son vol et que je refusais de céder mon entreprise.
J'ai survécu en m'allongeant entre les rails pendant que le train passait au-dessus. Ma voix est restée stable, clinique. Pas d'émotion, juste des faits. Le traumatisme physique a duré des semaines. La trahison est permanente. Il n'a pas seulement volé de l'argent. Il a volé les patients, les employés, tous ceux qui lui faisaient confiance. Puis il m'a poursuivi en justice, prétendant que j'étais mentalement incompétent, essayant de finir ce que le métro n'avait pas pu faire. J'ai fait une pause, croisant le regard du juge. Je demande au tribunal la peine maximale dans les limites des directives. Rendez le prix de la cupidité clair. Je suis retourné à ma place. La salle d'audience était silencieuse. Wesley fixait la table. Catherine pleurait doucement au dernier rang. Le juge Harrison a examiné ses notes puis a regardé Wesley. Monsieur Wesley, vos crimes ont été calculés, systématiques et soutenus sur des années. La tentative de meurtre, bien que non inculpée ici, démontre une conscience de la culpabilité et une faillite morale. Vous avez trahi votre famille, votre employeur et les patients qui dépendaient de soins de santé de qualité. Il a fait une pause, laissant les mots s'installer. Les directives fédérales suggèrent 18 à 24 mois. Ce tribunal vous condamne à 18 mois d'incarcération fédérale suivie de 5 ans de liberté surveillée. De plus, une restitution intégrale de 340 000 $ plus les frais de justice. Vous vous rendrez au bureau des prisons dans les 30 jours. Le marteau a frappé. Wesley s'est levé en tremblant, son avocat le guidant dehors. Il m'a jeté un regard en passant, un contact visuel de 3 secondes. Mon expression est restée impassible. Il a détourné le regard le premier. Une semaine plus tard, Catherine a eu sa propre audience. Comme elle avait pleinement coopéré et témoigné sincèrement, elle a obtenu une probation. 3 ans, 200 heures de service communautaire, obligation de restitution conjointe, pas de prison, mais un casier judiciaire permanent. Son titre de directrice financière ne valait plus rien maintenant. Elle travaillait dans le commerce de détail dans un centre commercial du Queens. Wesley est entré dans un camp de prisonniers fédéral en Pennsylvanie, purgeant sa peine séparée de la femme qu'il avait trahie pour se sauver. 3 jours après la condamnation de Wesley, j'étais assis dans mon bureau d'Angle d'Hélice Medical Solutions. L'entreprise prospérait, le chiffre d'affaires dépassant le pic de l'ancienne société, la réputation entièrement restaurée. Sandra Chen était maintenant partenaire avec 25% des parts. Nous avions constitué une équipe talentueuse, le docteur Marcus Rivera comme directeur médical, 5 nouveaux directeurs de clinique, des plans d'expansion en cours de développement. Mon téléphone a sonné. Identifiant de l'appelant, Catherine Ellis. J'ai hésité à répondre. J'ai finalement décroché. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Papa, s'il te plaît, ne raccroche pas, sa voix était brisée, désespérée. J'ai besoin de te parler. Je suis resté silencieux. Wesley est en prison. Je suis en probation. Nous avons tout perdu. Je travaille dans le commerce de détail, au salaire minimum. Je ne peux pas payer le loyer le mois prochain. Maman ne veut pas m'aider. Je n'ai personne d'autre. Elle pleurait maintenant. Je sais que je ne mérite rien de ta part, mais je te supplie. S'il te plaît, juste assez pour survivre. Je suis ta fille. J'ai fait des erreurs terribles, mais je suis toujours ta fille. Le silence s'est étiré. Finalement, j'ai parlé. Tu te tenais sur ce quai. Tu l'as regardé me pousser. Tu as souri. J'avais peur. Il m'a manipulé. Tu es une adulte. Tu as fait des choix. Maintenant, vis avec. Alors c'est tout? Tu m'abandonnes? Tu m'as abandonné quand tu l'as choisi lui plutôt que tout ce que je t'ai donné. Au revoir, Catherine. J'ai raccroché, bloqué le numéro, et je suis retourné à l'examen des plans d'expansion. Sandra est entrée quelques instants plus tard avec des propositions d'acquisition. Nous avons discuté de stratégie, de partenariat, de manière dynamique, simple et professionnelle. L'entreprise que j'avais reconstruite était plus forte que ce qui existait auparavant. J'avais éliminé le poids mort, recruté de vrais professionnels, établi les opérations sur le mérite plutôt que sur le népotisme. Le soir est venu. Je me suis tenu à la fenêtre, les mains dans les poches, regardant les lumières de Manhattan s'allumer alors que l'obscurité s'installait. Mon reflet dans la vitre montrait un homme plus âgé, seul mais pas solitaire, portant un poids mais se tenant droit. Derrière moi,
Sandra organisait des dossiers, présence loyale, confiance méritée. Je me suis détourné de la fenêtre pour retourner à mon bureau, j'ai ouvert l'ordinateur portable, j'ai vérifié mon agenda, réunion, session de stratégie, inspection de clinique, plan futur. Fin août 2025, approchant septembre, la date limite respectée, l'histoire terminée. Je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune satisfaction au sens traditionnel du terme, juste la certitude tranquille que la justice avait été rendue. J'avais protégé ce que j'avais construit en 30 ans et démontré que la trahison a un prix. Wesley purgerait 15 mois avec bonne conduite, sortirait avec un casier judiciaire et des décennies de paiement de restitution à venir. Catherine naviguerait en probation, travaillant à des emplois au salaire minimum, comprenant enfin que les actions ont des conséquences. L'entreprise prospérait sans eux, mieux sans eux. Je suis retourné au travail, planifiant l'ordre du jour de demain. La trahison existait dans le passé. La justice existait dans le présent. L'avenir, c'était à moi de le façonner maintenant, sans le poids des gens qui essaient de le voler. La justice restaurée ne signifiait pas la vengeance assouvie. Cela signifiait l'équilibre retrouvé. J'avais survécu à une attaque et j'avais répondu de manière appropriée, systématique, légale. Pas de combat glorieux, juste des conséquences livrées de manière permanente. J'ai travaillé tard ce soir-là, Sandra à mes côtés, tous deux construisant l'avenir. La ville bourdonnait à l'extérieur, indifférente et vaste. À l'intérieur de ce bureau, l'ordre régnait, la confiance était méritée plutôt que supposée, la loyauté prouvée plutôt qu'attendue. C'était suffisant. J'ai fermé mon ordinateur portable à l'approche de minuit. Je me suis levé, je me suis étiré, j'ai regardé une dernière fois la ville s'étendant en bas. Quelque part là dehors, ma fille luttait avec la pauvreté et le regret. Mon ancien gendre occupait une cellule de prison. Mon ancienne entreprise n'existait que dans les dossiers de faillite. Je n'ai ressenti aucune joie dans leur souffrance, mais je n'ai ressenti aucune culpabilité non plus. Ils avaient voulu ma vie et mon entreprise. Maintenant, ils n'avaient rien, et j'avais reconstruit plus fort qu'avant. J'ai éteint les lumières et j'ai quitté le bureau, verrouillant la porte derrière moi. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, un nouveau travail. Le passé était terminé. La justice était rendue. La vie continuait. Si vous aimez l'histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.